Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va porter du coup sur les flèches à long terme des éléments en béton armé. Alors en effet, le contrôle de la flèche des éléments structuraux, il joue un rôle clé dans le calcul des structures béton et il permet d'appréhender les dommages aux éléments non structuraux et il permet aussi d'éviter les effets visuels indésirables et éviter aussi les interférences avec des machineries, des machines sensibles. Alors, dans ce webinaire, on va décrire l'ensemble des outils de SIA Engineer qui permettent de simuler le comportement à long terme des structures en béton armé. On fera une petite démonstration de toutes ces possibilités directement sur le logiciel. Donc, je suis Mallory Jacquelin et je vais effectuer la présentation de ce webinaire aujourd'hui. Alors, avant de commencer, quelques petites choses d'organisation. Le son de votre micro, là, il est coupé pendant la présentation, mais vous pouvez poser des questions dans la boîte de conversation du panneau de GoToWebinar. On les regardera ensuite après la présentation et on vous répondra en particulier. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, le webinaire, il est enregistré donc, et il sera publié sur la chaîne SIA de YouTube dans quelques jours. Donc, si vous manquez quelque chose ou si vous n'avez pas pu être présent, il n'y a pas de souci, vous pourrez le revisualiser quand vous voudrez. Alors, on va commencer par quelques généralités sur ce thème, donc, qui est le calcul de la flèche à long terme des éléments en béton armé. Donc, c'est un sujet qui est assez complexe de par ses différentes problématiques. Comme pour commencer par le fait que le béton et l'acier, donc ensemble, ils forment un bloc hétérogène. Il y a aussi le problème de la fissuration, du coup, où on a une résistance du béton en traction qui est très faible par rapport à celle de l'acier. Il y a aussi le problème des effets à long terme, donc la notion de fluage. Aussi, on doit prendre en compte le retrait sur des éléments où le ferraillage n'est pas le même sur tous les côtés. Et il y a un autre paramètre à mentionner qui est la séquence de chargement. Donc, on sait que le béton, c'est un matériau qui dépend du temps et du coup, il va se passer plein de choses complexes pendant notamment les premières phases de chargement là qu'il va falloir aussi prendre en compte. Alors, si on parle d'un point de vue Eurocode, on a le chapitre 7.4.1 qui définit les limites de flèche à pas dépasser. Donc, la flèche totale sous charge quasi permanente, elle ne doit pas dépasser les 250e de la longueur de l'élément. Et pour les éléments fragiles adjacents, il y a une autre limite là sur la flèche additionnelle qui est le 500e de la longueur de l'élément. Alors, si on voulait calculer directement la flèche à long terme, on a l'article 7.4.3 qui va nous donner des informations pour tenir compte de la section fissurée. Donc, on doit interpoler la section entre son état fissuré et son état non fissuré, et cela en fonction donc, des charges appliquées. On doit tenir compte de la rigidité en traction. Donc, lorsque les fissures elles apparaissent, ça ne veut pas dire que le béton ne travaille plus du tout, mais entre les fissures, il va y avoir du béton qui peut encore transférer des charges. Et du coup, on va prendre en compte un coefficient de réduction de ce taux de travail. On doit tenir compte aussi de la résistance à la traction du béton, donc dans le cas où il y a un effort axial. Donc, par exemple, si on a une contrainte de retrait ou une charge de température, on va utiliser la résistance à la traction du béton FCTM, alors que si, par exemple, le retrait travailler sans contrainte, on va utiliser une résistance plus grande à la traction avec FCTM FL en flexion. Pour les charges à long terme, on doit tenir compte du module d'élasticité efficace, donc le module différé, c'est-à-dire qui est réduit par le terme du fluage qui va dépendre du temps. Et aussi, donc, on a le retrait lorsqu'on a notamment un ferraillage dissymétrique qui doit être pris en compte parce qu'il va accentuer la flèche de manière non négligeable. On va le voir à travers des exemples. Et puis enfin, on a l'annexe B de l'Eurocode qui donne également d'autres détails et formules pour ces calculs de fluage et de retrait. Ce qui est important de dire, c'est que le contrôle de la flèche, il est prescrit pour les combinaisons quasi permanentes, mais pour considérer que la section elle est fissurée ou non fissurée, c'est plus les combinaisons quasi permanentes qu'on va utiliser, mais les combinaisons caractéristiques.
parce que les fissures, donc, elles sont irréversibles, et donc on va prendre le niveau de charge pour le calcul des contraintes le plus haut, le plus élevé, donc sous les combinaisons caractéristiques. Et on va y revenir à travers les exemples. Donc, si on regarde rapidement les options qui sont disponibles dans SIA Engineer, alors la première, on pourrait en première solution faire une estimation de la flèche en partant du principe que la rigidité des éléments, elle va diminuer d'une certaine valeur qu'on peut prendre égale au ratio, donc c'est le module de béton sur le module différé, avec ce module différé qui va être égal à 1 sur 1 plus phi. Donc, si on prend phi égale à 2,5, comme c'est par défaut dans le logiciel, ça nous fera un module différé de 0,28, donc une réduction de 28% par rapport au module de béton. Une autre solution que propose SIA Engineer, c'est le contrôle de la flèche, mais alors uniquement pour les éléments 1D, donc pour les poutres et les poteaux. Les rigidités non linéaires, elles sont calculées donc selon l'article 7.4.3 de l'Eurocode. Mais il n'y a pas d'analyse non linéaire qui va être effectuée. C'est simplement les flèches linéaires qui vont être multipliées par le ratio des rigidités, linéaire sur non linéaire. Alors, dans ce cas-là, on va prendre le diagramme linéaire de contrainte de déformation. Et par contre, il faudra imposer un ferraillage utilisateur parce que c'est le seul type de ferraillage qui va être accepté pour ce type de calcul-là. Alors, ces deux méthodes, c'est des méthodes simplifiées. Mais il y a aussi des méthodes un peu plus complexes, dont la CDD, qui est la principale fonctionnalité qui est généralement utilisée dans le logiciel pour les calculs de flèches. Donc CDD, c'est le code dependent deflection, donc c'est le contrôle de la flèche selon la norme, avec la fissuration qui est automatiquement prise en compte, qu'on pourrait enlever, mais par défaut, elle est automatiquement prise en compte dans ce calcul-là. Donc, comme pour la méthode précédente, donc les rigidités non linéaires, elles sont calculées selon l'article 7.4.3 de l'Eurocode, mais par contre, ces rigidités, elles vont être utilisées via une analyse élément fini pour le calcul des flèches. Alors, comme précédemment, on a la même simplification de prise en compte du diagramme linéaire de contrainte de déformation pour les matériaux. Alors, par contre, ici, on a tous les types de ferraillage qui peuvent être pris en compte, donc le requis, le défini ou l'utilisateur. Donc là, on va faire un exemple avec le requis et l'utilisateur. Et puis, le gros avantage, c'est que cette méthode, elle peut prendre en compte la fissuration, le fluage et ou le retrait. Donc, par défaut, le fluage est pris en compte. Le retrait, par défaut, ne l'est pas dans le logiciel, mais on va aller l'activer. Et alors, la dernière option possible, c'est une analyse alors totalement non linéaire, donc physique et géométrique. On l'appelle PGNL pour Physical and Geometrical Non-Linearity. Alors pour le coup, oui, c'est donc une méthode totalement non linéaire qui utilise un diagramme non linéaire contrainte et déformation pour le béton et aussi pour l'acier. Donc on va utiliser les comportements non linéaires des matériaux. Par contre, comme pour la méthode du contrôle de flèche des éléments 1D, ça ne fonctionne que s'il y a un ferraillage utilisateur défini. Et puis, il y a une autre limite, selon que vous utilisez la version 32 ou 64 bits, mais on va en reparler tout à l'heure. Et donc, on peut regarder juste quelques instants la CDD, donc le code dependent deflection, la flèche selon la norme, parce que c'est un calcul assez complexe, donc on voulait juste voir les parties principales. Ce qui est important, c'est que ce calcul, il est basé sur la séquence de chargement. Donc, on va pouvoir considérer différents niveaux de chargement. Comme l'Eurocode, il l'indique, on doit utiliser les combinaisons quasi permanentes. Et puis, on va avoir besoin aussi des charges après la fin de la construction, donc les charges d'exploitation après construction. Alors, dans SIA, pour le calcul de cette flèche, on va considérer 3 niveaux de chargement. Donc, le niveau de charge totale ici, qui est sous combinaison quasi permanente, comme le demande l'Eurocode, mais on pourrait aussi les regarder sous les combinaisons fréquentes ou caractéristiques. Pour la flèche due au fluage, donc là, on va considérer toujours les combinaisons quasi permanentes. Donc, on prend la charge permanente plus la charge variable qui va être affectée du coefficient psi2. Et puis, la charge instantanée, immédiate, instantanée. Donc là, on prend également la charge permanente. Et puis, par contre, on ne prend que les charges variables à long terme qui vont être pondérées par le coefficient psi2. Donc ça, c'est ce qui va être fait lorsqu'on laisse les combinaisons automatiques. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps. Mais par contre, on peut aussi définir manuellement les combinaisons pour le calcul de la flèche.
Donc, pour ces 3 niveaux de chargement, un total pour le fluage et instantané, vous allez pouvoir définir vos propres combinaisons et dans ce cas-là, vous n'utiliserez pas les enveloppes, hein, comme c'est le cas pour les combinaisons automatiques, ce sera vraiment des combinaisons linéaires. Et le dernier point qui est très important lorsqu'on lance un calcul de CDD sous combinaison enveloppe automatique, ça veut dire que ça signifie que pour chaque combinaison critique de cette enveloppe, il faut calculer la partie fluage et la partie instantanée. Donc, pour savoir si la section elle est fissurée ou non fissurée, on doit utiliser les combinaisons caractéristiques pour les 3 parties. C'est pourquoi le calcul, lorsque vous utilisez ces combinaisons enveloppes, il peut être long, voire très long. Bon, après, vous pouvez toujours utiliser les combinaisons manuelles pour simplifier. Là, c'est ce qu'on va faire dans l'exemple. On va partir sur les combinaisons automatiques, puis on va basculer sur les manuels, juste pour voir la différence sur un petit exemple. Mais en parallèle, il faut savoir que l'équipe de développement est en train de travailler sur la possibilité de lancer un calcul non linéaire, ce qui réduirait ce problème de temps assez significativement. Donc voilà, pour les grandes généralités, donc on peut passer sur SciEngineer. Voilà, donc là, on a un fichier avec une structure qui est toute simple. C'est juste pour vous montrer les différentes possibilités donc, que propose le logiciel. Donc, d'un côté, on a une poutre continue, donc un élément 1D. Et puis, de l'autre côté, on a la même structure, mais modélisée en 2D, donc avec une plaque. On a à chaque fois 3 appuis, une portée de 6 mètres et une portée de 8 mètres. Alors, du point de vue des chargements, on a 3 cas de charge. Donc, le premier avec les charges, le poids propre et les charges permanentes additionnelles. Le deuxième avec les charges variables à court terme. Et le troisième, les charges variables à long terme. Donc, voilà, donc si on les affiche ici, si on prend le premier, donc là, c'est les charges permanentes. Donc, on voit qu'elles sont appliquées sur la totalité des éléments et bien sûr, elles sont équivalentes entre l'élément 1D et 2D, puisque la dalle, elle a une largeur de 2 mètres. Voilà, donc les charges, le cas de charge LC1, LC2, donc variable à court terme et puis à long terme. Alors, on peut lancer un premier calcul, donc un premier calcul linéaire, donc qui est très rapide. Et puis, dans le poste de travail des résultats, je peux aller voir les déplacements 3D. Donc là, on va regarder sous l'ensemble des deux modèles, sous la combinaison ELS quasi permanente. Et là, en rouge, donc sur la travée, la plus grande travée, au maximum, j'ai 9,2 mm. Alors, pour effectuer quelques comparaisons, en fait, j'ai créé un petit fichier Excel où je vais saisir les résultats que j'ai trouvés. Donc là, en analyse linéaire, en millimètres, j'ai 9,2 mm. Donc là, à partir de là, je peux estimer, enfin, c'est une estimation, que ma flèche à long terme, elle sera entre 2 à 5 fois plus grande, donc entre 18,4 mm et 46 mm. Alors, si je reviens dans SciEngineer, on peut utiliser la première possibilité dont on a parlé tout à l'heure, qui était via les modificateurs de propriété. Alors, les modificateurs de propriété, c'est une fonctionnalité qu'il faut activer. Donc là, elle est déjà activée. Et puis, je peux ensuite aller dans la catégorie conditions aux limites. Donc, j'ai 2 icônes, une pour les éléments 1D et une pour les éléments 2D. Donc, je vais commencer par la première, donc pour ma poutre. Donc là, j'ai la possibilité de saisir les coefficients pour réduire les valeurs de rigidité de l'élément. Mais dans mon cas, je vais plutôt me mettre en pourcentage de rigidité. Et alors, si je considère un exemple, par exemple, un coefficient de fluage de 2,5, donc un phi de 2,5, je pourrais réduire du coup la rigidité en flexion à 28%. Voilà, et comme j'ai qu'un seul élément 1D dans le modèle, le modificateur de propriété, il s'applique automatiquement à cet élément. Je vais faire la même chose pour les éléments 2D.
Voilà, et puis je vais relancer le calcul. Donc là, c'est une première façon de prendre en compte le fluage avec les modificateurs de propriété. Et donc, si je retourne voir mes déplacements 3D, donc toujours sous ma combinaison ELS quasi permanente, je passe au maximum 32,8 mm. Donc, je vais aller l'indiquer à titre de comparaison dans mon fichier exemple. Voilà, donc pour l'instant, on est dans la fourchette qu'on avait estimée tout à l'heure. Par contre, on est au-dessus de la limite, de la flèche limite, hein. Donc, on aura sûrement des messages rouges pendant le contrôle tout à l'heure de la flèche. Voilà, donc on peut continuer à investiguer. Donc là, je reviens sur SIA, puis je vais enlever mes deux modificateurs de propriété. Et je vais relancer un calcul linéaire pour avoir accès à la CDD. Du coup, je vais aller dans le poste de travail qui s'appelle béton et la dernière icône, normalement, bah, c'est la CDD, donc la déformation à long terme avec fissuration qu'on pourrait enlever mais qui est prise en compte automatiquement par défaut. Alors là, on a plusieurs options. Donc, on va calculer la flèche. Donc, pour tous les éléments, sous les combinaisons ELS quasi permanentes. Alors, pour le moment, la case combinaison automatique, elle est cochée. Donc, c'est-à-dire que pour le fluage, et pour la flèche instantanée, le logiciel il va calculer les combinaisons qui correspondent automatiquement. Et le calcul, il va être fait ici en tenant compte du ferraillage requis, donc le théorique. En général, on utiliserait plutôt le ferraillage réel. Bon, on va le faire après, mais pour l'instant, on peut faire un premier passage avec un ferraillage requis. Et donc, il faut calculer ce ferraillage théorique. Donc, on va indiquer juste en dessous la combinaison à partir de laquelle il va calculer ce ferraillage théorique et en l'occurrence les combinaisons ELU. Donc là, je n'ai pas besoin de gérer le ferraillage. Je peux juste aller voir dans la configuration très, très générale béton si il va utiliser les mêmes paramètres pour la poutre et pour la dalle. Pour qu'on puisse comparer quelque chose à peu près identique. Donc là, pour la poutre, pour le ferraillage théorique, il va partir sur un enrobage de 30 mm et un diamètre de barre de 10 mm. Et pareil pour les plaques. Donc c'est bon, donc je peux lancer le calcul sous ces conditions. Donc là, on peut suivre dans le SIA Spotlight ce qu'il fait. Enfin, il va vite très rapidement, mais en gros, il commence par calculer donc, le ferraillage théorique de l'élément 1D et puis le ferraillage théorique de l'élément 2D. Et une fois qu'il connaît ces ferraillages, donc il va pouvoir calculer les rigidités et puis les rigidités avec réduction du coup. Alors, comme on disait tout à l'heure, il utilise là des combinaisons enveloppes, des combinaisons automatiques enveloppes. Et donc, pour chaque enveloppe, le logiciel il va déterminer les combinaisons critiques et il va effectuer l'analyse sous chacune de ces combinaisons critiques. Et donc, ça peut prendre un certain temps. Donc après, on va faire ensuite avec les combinaisons manuelles sur les autres exemples pour voir la différence, puis pour aller un peu plus vite. Mais là, on est obligé de patienter le temps qu'il termine ce calcul de CDD sous combinaison automatique.
Voilà, ça y est. Il a fini. Donc là, les résultats sont disponibles. Donc on voit que pour la poutre, on atteint 75,6 mm et pour la dalle en violet, on est au maximum à 73 mm. Donc là, je suis avec la CDD en automatique avec le fluage. Donc je vais mettre 73 mm. Et si je reviens du coup dans mon fichier, je peux voir la note de calcul. Je vais masquer le panneau de saisie, voilà. Donc là, c'était la note de calcul brève hein, qu'on avait demandé. Donc, on a vraiment le résumé du calcul qui a été fait. On voit la colonne phi, donc le fluage qui a été pris en compte à 2,67. On voit que le retrait n'a pas été pris en compte. Par contre, on a d'ailleurs la colonne qui est vide pour le retrait. On a ensuite la flèche linéaire. Donc, on retrouve les 9 mm qu'on avait calculés au tout départ, tout à l'heure. Donc, sans prise en compte du fluage. Juste avec le déplacement des résultats éléments finis. On a ensuite donc la flèche immédiate là, de 30 mm. Alors si je raffiche oui, elle est toujours affichée. La flèche immédiate, elle était ici, donc c'est le point numéro 1. Donc on voit qu'on a, la fissuration qui est déjà un peu pris en compte. On a ensuite la flèche à court terme de 45 mm. Alors la flèche à court terme, on est au niveau 4, on est en haut là, donc sous la combinaison quasi permanente. Et puis après, on va avoir l'effet du fluage, voilà, qui est quand même de 30 mm. Donc le fluage, il se calcule entre le point 2 ici et le point 3. Donc le point 2 qui est calculé avec le module instantané et le point 3 qui est calculé donc avec le module différé qui est réduit par le coefficient de fluage. Et donc la différence entre le point 3 et 2, c'est ce qu'on appelle les effets de fluage. Si on interpole au-dessus, au niveau du chargement de la flèche totale, qu'on ajoute plutôt à la flèche à court terme, on obtient la flèche totale qu'on doit retrouver ici du coup. Donc les effets de fluage, les effets de retrait que pour le moment on n'a pas. Et puis on a aussi la flèche additionnelle. Donc la flèche additionnelle qui est ici, donc c'est la flèche totale moins la flèche instantanée. Alors on peut aussi ouvrir les tableaux de résultats pour avoir plus de détails dans la note. Voilà, là par exemple sur ma poutre, si j'appelle la note de calcul, donc c'est standard, je dois avoir plus de détails. Normalement, je vois que le ferraillage requis, par exemple, qu'il a calculé, il est de 17 cm², enfin 17,7 cm². Et j'ai un tableau en dessous avec les différentes rigidités qui ont été calculées. Donc pour chaque niveau de chargement, total, fluage et à court terme, on a les efforts internes, le module de béton, les contraintes qui ont été calculées avec les différentes inerties. Par exemple, si je prends la première ligne, donc c'est sous la flèche instantanée, on voit qu'on utilise le module donc instantané, 31,5 gigapascal. On a la section fissurée là avec 0,65 et on a les rigidités réduites. Et on peut aller ensuite au niveau de chargement suivant, donc le fluage à court terme. Donc on voit que les efforts internes, ils ont augmenté. Les contraintes aussi, d'ailleurs. On voit qu'on utilise toujours le module instantané. Et quand on passe par contre au fluage à long terme, on voit qu'on n'utilise plus le module instantané, mais le module différé, du coup, réduit par le coefficient phi de fluage. Donc, on a aussi les contraintes, le coefficient de répartition. Et la différence, du coup, entre ces deux lignes, c'est ce qu'on appelle les effets de fluage qu'il faut ajouter donc à la flèche à court terme pour obtenir la flèche totale. Alors, comme c'est écrit dans la note qui est juste en dessous, toutes les valeurs de contraintes qui concernent le calcul des rigidités de la section fissurée ou non fissurée sont basées sur la combinaison de charges caractéristiques, donc le FK, dérivé de la charge appliquée FD. Du coup, on voit dans le tableau juste en dessous les clés de combinaison. On retrouve en FK donc les combinaisons caractéristiques avec leurs contraintes. Et puis qui ont été calculées donc, pour savoir si la section est fissurée ou non fissurée, et puis FD, les combinaisons quasi permanentes.
D'ailleurs, on voit donc la charge permanente LC1, on voit que la charge variable à court terme, elle a été pondérée par un coefficient 0,3, le coefficient psi2 0,3, puisque ici on est en catégorie B. Et puis la charge à long terme, elle a été pondérée par 0,8 puisqu'on était en catégorie E. D'ailleurs, on peut les voir, ces charges, enfin ces coefficients plutôt, si je vais dans les paramètres de l'annexe, dans l'Eurocode 0, dans les coefficients psi des bâtiments. La catégorie B, donc oui, j'ai bien un psi2 de 0,3 et la catégorie E, j'ai bien un psi2 de 0,8. Voilà, donc on peut regarder de la même manière. Donc, si on regarde le ferraillage pour les éléments, normalement, ils doivent être similaires. Hein. Si je regarde par exemple pour la poutre, le ferraillage sous la combinaison ELU, je vais avoir 1886 là, millimètres carrés au maximum. Et pour la dalle, sous la combinaison ELU à S requis 1-, je vais avoir en rouge 956. Alors, c'est par mètre linéaire, donc il faut multiplier par 2 pour retrouver l'équivalence du ferraillage de la poutre. Alors ça, c'était donc avec les combinaisons automatiques. Mais du coup, on peut le faire avec les combinaisons manuelles pour voir un peu la différence. Donc, dans ce cas-là, je peux aller dans le poste de travail de charge et ouvrir la fenêtre des combinaisons. Et puis, je vais aller créer, deux combinaisons, donc des combinaisons manuelles linéaires. Donc, une première avec tous les cas de charge. Je vais remettre les coefficients qu'on vient de voir. Donc, 0,3 pour la charge variable à court terme et 0,8 pour la variable à long terme. Donc, c'est ma combinaison quasi permanente avec tous mes cas de charge. Et puis, comme on disait tout à l'heure, pour la charge, la combinaison instantanée, enfin pour le niveau de charge instantané, il faut retirer la charge variable à court terme. Hein. On garde que les charges variables à long terme. Voilà, donc autant en automatique, il les crée tout seul, autant là, on va le faire en manuel. C'est nous qui indiquons du coup les charges à prendre en compte pour chaque niveau de chargement, donc total selon le fluage et en instantané. Donc, je vais retourner dans mon poste de travail béton, dans la flèche, dans le calcul de la flèche, et puis je vais décocher du coup les combinaisons automatiques. Et pour passer en combinaison manuelle, donc là, j'ai trois paragraphes qui se sont mis en dessous et je vais définir mes combinaisons manuelles. Donc, pour la flèche totale en quasi permanente, pour la flèche du haut fluage, pareil. Et par contre, pour la flèche immédiate, enfin instantanée, je vais prendre ma combinaison qui correspond à ce niveau de chargement, donc sans les charges variables à court terme. Je vais conserver pour l'instant le type de ferraillage requis, qui est calculé donc toujours sous ma combinaison enveloppe ELU. Et puis, je peux relancer le calcul qui, normalement, devrait être un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Normalement. Voilà, oui, donc c'est quand même un peu plus rapide. Donc là, on voit que pour la poutre, on a 63,4 mm et pour la dalle, au maximum, 66,4 mm. Donc là, on est dans le cas en manuel. Donc, je vais prendre la valeur de la dalle, par exemple, donc 66 mm si j'arrondis. On n'a pas tout à fait le même résultat qu'en automatique parce que si je retourne dans mon tableau de résultats et que j'affiche du coup le même tableau des rigidités que tout à l'heure,
Voilà, bah là, pour le calcul de la flèche et pour le calcul de l'état de fissuration, on voit qu'on utilise la même combinaison. Ça signifie que pour le cas des combinaisons linéaires, des combinaisons manuelles linéaires, on ne peut pas dériver les combinaisons caractéristiques. On utilise pour les deux cas, donc pour la combinaison pour les flèches et les combinaisons pour l'état de fissuration, la même charge. Et dans les clés de combinaison, on voit qu'on n'a que les combinaisons quasi permanentes, on n'a plus les caractéristiques comme on avait tout à l'heure. Donc, on utilise toujours la charge la plus petite des deux types de combinaisons. Donc, la flèche est légèrement plus petite aussi. Donc ça, c'était des exemples qui étaient basés sur un ferraillage requis, donc théorique, mais dans la réalité, on aura sans doute plus de ferraillage que ça. Donc, on peut regarder, par exemple, sur la dalle, on peut regarder combien, par exemple, on aurait besoin de ferraillage sur l'appui. Donc là, AS requis 1+. Donc en rouge, j'aurais besoin de 1026 mm² par mètre. Donc je vais aller lui mettre un ferraillage utilisateur, qu'on appelle des fois aussi un ferraillage pratique. Donc en face supérieure sur l'appui. Donc là, en laissant un diamètre de 12 mm, un enrobage de 30 et un espacement entre barres de 100 mm, bon, je vais laisser ce qu'il y a par défaut, on a un ferraillage de 1131, donc qui est au-dessus de ce qui est demandé. Donc, bon, je vais le placer grosso modo sans affiner plus que ça, au-dessus de l'appui, donc où il me demande cette valeur. Et puis, en partie basse, en partie inférieure de la dalle, donc sur toute la dalle pour le coup, je vais laisser avec ces paramètres-là, puisque je pense que ça couvre aussi ce qui était demandé. Voilà, donc là j'ai un ferraillage utilisateur pour ma dalle, et alors pour la poutre, je peux avoir une approche un peu différente. Je peux aller activer dans les configurations générales béton le modèle ou le gabarit, le template pour les poutres, que je peux visualiser d'ailleurs en dessous. Voilà, donc là, il va utiliser du Phi 12 et en partie supérieure avec du Phi 12 aussi additionnel s'il y a besoin. Enfin, il va certainement y avoir besoin au niveau de l'appui. Donc là, en partie basse, il a 2262 mm². Donc, on est largement au-dessus de ce qui était demandé. Donc, si je regarde le ferraillage défini pour ma poutre, je devrais visualiser du Phi 12. Oui, voilà, 2 Phi 12. Et puis, je vois, il a mis, effectivement, il a rajouté du Phi 12 en partie au-dessus de l'appui, là où il y avait besoin d'un peu plus de ferraillage. Si je regarde le requis sur le défini, bon, bah, je vois que la courbe théorique, elle est à l'intérieur de la courbe réelle. Donc je peux convertir ce ferraillage en barre réelle pour disposer du coup d'un ferraillage utilisateur. Voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir relancer un calcul de CDD. Donc, je reste en combinaison manuelle. Elles sont déjà définies. Je vais simplement changer le type de ferraillage requis en utilisateur et attendre qu'il m'affiche les résultats. Voilà, donc pour la poutre, il est à 48,9 et pour la dalle, il est à 54. Je vais retenir, je vais retenir la dalle du coup. Donc là, je suis en manuel fissuration plus fluage, donc 54 avec un ferraillage utilisateur, oui. Donc là, on voit qu'on a un peu moins que tout à l'heure puisque bah, du coup, j'ai beaucoup plus d'acier. Alors, il y a une autre option qui est juste pour les éléments indés. Alors, si je ne la trouve pas en bas,
elle est dans mon menu dimensionnement béton 1D. Voilà, contrôle de la flèche à l'ELS. Donc, je pourrais mettre l'icône en bas hein, dans la barre d'outils béton. Et donc ici, ça va être pour ma poutre uniquement, hein, puisque c'est pour les éléments 1D sous la combinaison ELS quasi permanente. Du coup, je vais lui demander d'afficher la flèche totale. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus rapide et on voit 60 mm, donc on voit que c'est à peu près similaire à ce qu'on avait à peu près tout à l'heure. Et alors là, je peux afficher non, je vais plutôt aller dans les tableaux de résultats pour afficher. Alors, je peux afficher comme tout à l'heure la note standard. Voilà, où on retrouve toutes les différentes flèches linéaires. On retrouve toujours notre 9 mm, les flèches instantanées, la flèche additionnelle, la flèche à court terme, à long terme, et puis l'impact du fluage. Et je peux aussi demander, dans ce cas-là, la flèche détaillée. Et alors là, la note détaillée, pardon. Et là, j'ai donc beaucoup plus de détails. Donc, je peux visualiser. Voilà, par exemple, ici, je peux regarder les contraintes dans l'acier. Donc, au moment où les fissures apparaissent, avec le module de déformation instantanée, je peux regarder la répartition des contraintes, des déformations. Un peu plus loin, je dois avoir le même schéma, les mêmes tableaux, mais pour le module de déformation différé, donc avec l'impact du fluage. Et comme on disait dans les généralités, ce cas de calcul de flèche, il est calculé simplement sans analyse non linéaire. Donc on voit ici les ratios de rigidité donc, qui sont calculés hein, selon l'article de l'Eurocode 743. Et puis on voit que ce ratio il est multiplié par le déplacement pour avoir la flèche, pour avoir les différentes flèches sous les différents niveaux de chargement. Donc là, on voit que les résultats ils sont similaires à la CDD, mais dans le cas de chargement plus complexe que cet exemple qui est relativement simple, la CDD qui utilise le calcul de flèche, donc avec des rigidités non linéaires, il reste quand même beaucoup plus précis. Alors, il y a une autre option qui est un peu différente, c'est la dernière dont on a parlé tout à l'heure, c'est la non-linéarité physique et géométrique. Alors, pour ça, il faut aller activer la fonctionnalité donc, dans les paramètres du projet. Donc, la non-linéarité physique 1D et 2D. Oui, alors on a un message parce qu'à ce jour-là, donc on appelle ça la PGNL, la non-linéarité physique et géométrique sur les éléments 2D, elle est supportée par cette version-là, la 64 bits, mais pas les éléments 1D. Donc pour les éléments 1D, il faudrait rebasculer sur la version 32 bits. Donc le développement travaille actuellement dessus pour que rapidement on ait la possibilité d'avoir ce calcul sur tous les éléments sur cette version 64 bits. Mais donc pour le moment, c'est pas possible. Donc on va se focaliser, pour ce calcul précisément, on va se focaliser sur la dalle uniquement. Étant donné que ça va être un calcul non linéaire, il faut qu'on aille créer d'abord une combinaison non linéaire, donc avec les mêmes coefficients que tout à l'heure, hein, pour retrouver notre combinaison quasi permanente. Voilà. Et puis, dans la bibliothèque de matériaux, on va donc utiliser les comportements non linéaires des matériaux qui sont utilisés dans ce projet. Donc, pour le béton, alors pour le béton, donc on utilise un comportement non linéaire, c'est déjà coché. Donc, on peut ou pas prendre en compte l'effet du fluage. On va faire un premier calcul sans la prise en compte du fluage. Il y a des options aussi pour prendre en compte la traction dans le béton. Donc peu importe, on va faire sans. Les types de valeurs, donc là on va rester sur la valeur de résistance moyenne caractéristique et puis le type de diagramme linéaire ou parabolique. Donc je vais rester en parabolique. Donc là je le vois sans traction dans le béton. Si j'active la traction dans le béton, donc je vois la branche juste avant qui s'est affichée. Je vais laisser avec ces paramètres-là par défaut dans un premier temps, et puis je vais faire pareil pour le ferraillage. Donc je prends un comportement non linéaire. Donc là, ce qui est important, ça va être le type de diagramme avec
ou sans écrouissage. En fait, ça veut dire avec ou sans branche inclinée. Donc là, sans écrouissage, c'est avec un palier horizontal. Et si je mets avec, je vais retrouver la branche inclinée là, du diagramme contrainte déformation, donc avec une légère augmentation des contraintes avec les déformations. Donc, je vais laisser comme ça dans un premier temps par défaut. Et puis, je vais aller lancer du coup un calcul, enfin une analyse non linéaire. Donc, sur mon élément 2D uniquement. Alors, il va être plus rapide que le calcul de la CDD puisque là, j'ai un seul état de charge qui est calculé. Et si je retourne comme tout à l'heure, maintenant, dans les résultats éléments finis et que je regarde les déplacements 3D, donc sur ma combinaison non linéaire, voilà, j'obtiens 39,1 mm. Donc, je suis ici 39,1 mm. Je n'ai pas pris encore en compte le fluage. Je vais aller le faire maintenant, d'ailleurs. Donc, je retourne dans ma bibliothèque de matériaux. Et pour mon matériau béton, du coup, je peux activer la prise en compte de l'effet de fluage. Donc, avec un coefficient phi de 2,5. Donc, c'est ce qui est par défaut dans le logiciel. Je relance, du coup, une analyse non linéaire. Et je réaffiche du coup la flèche qui est donc de 42 mm. 42 mm, donc là, pour la prise en compte de la fissuration et du fluage. Alors, c'est vrai que c'est un peu faible que ce qu'on se serait peut-être attendu. On se serait attendu peut-être avec des valeurs un peu au-dessus. Du coup, on s'en est rendu compte en préparant ce webinaire. C'est un sujet du coup sur lequel l'équipe de développement travaille. Et alors, après les premières investigations, si on considère si on considère que la fissuration et pas le fluage, les résultats ils sont à peu près similaires. Par contre, avec le fluage, c'est vrai que la flèche CDD elle semble correcte et la PGNL, enfin la non-linéarité physique et géométrique, en fait, a priori, il ne faudrait pas prendre en compte seulement le diagramme non linéaire de contraintes et déformations. Il faudrait aussi adapter le module Young, le E. Mais quand on fait ça, on a un diagramme qui, a priori, est corrompu. Enfin, il a une forme qui n'est pas normale, donc on ne le montre pas ici. Mais en tout cas, le développement est en train de travailler dessus, donc il va certainement y avoir une correction dans les prochains patchs ou versions à ce sujet. Donc, juste attention si jamais vous utilisez cette méthode-là. Voilà. Et alors, du coup, le dernier point qu'on n'a pas parlé, c'est le retrait. Parce que pour l'instant, on a pris en compte la fissuration à travers le ferraillage utilisateur, le fluage, mais le retrait, si je retourne sur SIA, du coup, alors je vais relancer un calcul linéaire. Donc, je vais enlever l'analyse non linéaire pour avoir accès oui, voilà, à la CDD. Et alors, si je vais dans la configuration béton, donc dans options du solver et général, il y a un paragraphe fluage et retrait. Alors, comme on disait tout à l'heure, le fluage, il est tout le temps, on pourrait le changer, mais il est automatiquement pris en compte. Et en dessous, par contre, j'ai le retrait qui ne l'est pas. Par défaut, il n'est pas pris en compte. Alors, je peux mettre automatique, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et je vais laisser l'âge du béton là au début du retrait à 7 jours comme indiqué. Mais je pourrais aussi aller indiquer une valeur utilisateur et rentrer moi-même la valeur du epsilon pour le retrait. Donc là, je vais laisser les deux en automatique. Et pendant que je suis dans cette fenêtre, je voulais aussi montrer dans Calcul AS, enfin dans le calcul du ferraillage théorique, que pour les poutres et pour les dalles, que ce soit en partie supérieure ou inférieure, ici, on a un coefficient pour éventuellement augmenter le ferraillage théorique. Enfin, c'est dans le cas où je sais pas, on ne voudrait pas s'embêter à saisir un ferraillage réel, mais avoir quand même une flèche qui serait calculée sur un ferraillage au plus proche de la réalité, un ferraillage vrai. Du coup, on pourrait augmenter ici d'un certain coefficient le ferraillage théorique.
D'ailleurs, à ce propos, dans Flèche, on peut aussi jouer sur la majoration de l'armature. Le coefficient est par défaut de 1, mais on pourrait aussi passer par ici pour majorer le ferraillage. Bon, nous, on a mis un ferraillage utilisateur, donc on va le laisser ici pour notre calcul de CDD. Donc, je reviens sur la CDD. Donc, je laisse avec les combinaisons manuelles qu'on a déjà définies avec le ferraillage utilisateur. Et puis, simplement, je relance un calcul. Donc, là, qui va prendre en compte la fissuration, le fluage et le retrait. Et donc, on arrive à 62 mm pour la poutre et 68 pour la dalle. Et si je reviens dans la note de calcul, tout à l'heure, c'était pas rempli, mais là, oui, voilà, normalement, ici, j'avais un petit trait tout à l'heure. Donc là, j'ai bien le epsilon qui a été calculé et la colonne shrinkage, enfin le retrait, la colonne du retrait a été calculée. On voit qu'on a une flèche de 13,3 due uniquement au retrait, donc qui n'est pas forcément négligeable. Voilà, donc on est parti de 9 mm environ sur un calcul tout simple avec prise en compte de rien du tout. On a pris quelques estimations. Et puis finalement, si on prend en compte tous les effets, donc la fissuration, le fluage, le retrait, on augmente cette valeur de 9 mm assez significativement. Donc dans le cas en cas de doute sur les flèches, il vaut mieux adopter ce calcul de CDD qui est un peu plus poussé, même si un peu plus long sur des modèles assez complexes. Voilà, donc si je reviens à la présentation, donc pour évoquer les futures améliorations qui sont envisagées, en fait, il y a plusieurs demandes d'utilisateurs qu'on a regroupées en 5 sujets. Donc le premier, c'est les flèches relatives, parce que pour le moment, on fournit juste des valeurs absolues de flèches. Mais lorsque la déformation des appuis elle est significative, les utilisateurs ils doivent corriger ça manuellement, et pour les éléments 1D comme pour les éléments 2D. Donc c'est une demande qu'on a assez la plus récurrente, je pense. On a aussi la CDD avec l'historique de chargement, parce qu'il serait bien de pouvoir définir simplement quand démarre l'application d'une charge. Là, la CDD sera encore plus puissante. La CDD comme analyse élément fini global, c'est-à-dire pas prendre en compte seulement la CDD comme un contrôle, mais vraiment comme une analyse élément fini, c'est-à-dire que, par exemple, les efforts internes, ils seraient basés sur une analyse avec des rigidités non linéaires, où on pourrait voir aussi l'impact de ces déformations non linéaires sur le reste de la structure. On a une autre quête, donc on a déjà parlé tout à l'heure, c'est la prise en compte de la non-linéarité physique et géométrique sur les éléments 1D, puisqu'actuellement, elle marche que sur la 32 bits. Sur la version 64 bits, c'est vraiment que pour les éléments 2D. Et puis, un sujet qui est vraiment plus complexe, bon, ça ne sera peut-être pas le premier développement qui va être fait, mais ce serait d'avoir un phasage, donc une construction par phase, en tenant compte des non-linéarités physiques et géométriques et aussi du temps, puisque TDA, c'est le Time Dependent Analysis, donc une analyse en fonction du temps, une analyse temporelle. Voilà, du coup, c'est la fin de ce webinaire sur ce sujet des flèches à long terme d'anciens ingénieurs. J'espère qu'il vous a apporté un peu d'informations, un peu de connaissances sur le calcul des flèches d'un SIA. On va répondre aux questions s'il y en a juste après. Et en attendant, je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour votre participation, et puis je vous souhaite une belle fin de journée.